La Gen Z, la génération des moins de 15 ans, devrait représenter 10 à 15% du marché du luxe mondial d'ici 2025. Cette génération a une influence culturelle et sociale indéniable. Une révolution est en marche. La Gen Z est la première génération 100% digitale. Avec le confinement, Instagram, YouTube et TikTok ont explosé. Qui sont ces nouveaux consommateurs? Est-ce que la mode de demain sera digitale? Pour en parler avec nous, Laure Guilbault, correspondante à Paris pour le Vogue Business. Merci Camille. Bonjour Laure. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet plus que d'actualité. On a 3 invités avec nous. Ludovic de Saint-Cernin, vous êtes créateur et fondateur de votre marque. Pierre-Alexandre Empelé, on vous connaît plus sous le nom de Pamboy sur Instagram. Et Thomas Delattre, vous êtes professeur à l'Institut français de la mode. Et bien entendu, Camille, tu es l'une des influenceuses les plus suivies avec près d'1 million de followers. Ce sera très intéressant d'avoir ton point de vue. C'est gentil. Nous allons tenter ici de comprendre qui est cette génération, même si on est tous millennials ici et qu'on est peut-être déjà un peu has-been et qu'on sait. Vieux, on peut le dire. Donc je suis curieuse de connaître vos impressions sur cette génération digitale dont on parle, la fameuse Gen Z. Quelle est la différence avec nous, les millennials, et cette génération? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est une génération qui est donc née avec le digital et que pour eux, c'est hyper naturel. Je pense que pour nous, on a grandi avec, mais on l'a adopté peut-être un peu plus tard. Et du coup, pour eux, c'est hyper naturel et nous, on essaie juste de keep up avec eux. Mais c'est, pour moi, en tout cas, en tant que designer, c'est une grande source-d'inspiration parce qu'ils sont hyper fun, ils sont hyper libres. Ouais, il y a une autre différence aussi avec nous, c'est qu'ils sont super engagés. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont envie d'être entendus et ils utilisent vraiment les réseaux sociaux pour se faire entendre. Oui, je rejoins ce que Pierre-Alexandre vient de dire, c'est qu'il y a cette volonté de mieux consommer, de consommer de façon éthique, de façon engagée. Ça, on le retrouve aussi bien chez les millennials que chez la génération Z, mais la différence, c'est plutôt dans la radicalité avec laquelle ça se manifeste, qui est beaucoup plus forte en fait chez les plus jeunes, donc les 15-20 ans, que chez la génération d'avant. On voit que ces jeunes ont des valeurs de diversité, d'écologie. Comment ça se traduit concrètement dans leur mode de consommation ? Je pense que chez la génération Z, ça se traduit de façon beaucoup plus radicale, comme je vous le disais. Finalement, la façon dont on achète aujourd'hui est beaucoup plus dictée par ses engagements que chez la génération d'avant, qui est préoccupée, mais qui ne va pas forcément jusqu'à l'acte d'achat en fait, en cohérence avec ses valeurs. Je donne toujours l'exemple des millennials qui, si, par exemple pour la mode, s'il y avait un produit qui était très beau, même s'il n'était pas méga écologique, on se disait quand même « Ah, je vais l'avoir, je vais l'acheter, c'est pas très grave ». Alors qu'aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit qu'il y a des jeunes qui, si un produit n'est pas en accord avec leurs valeurs ou leurs convictions, ils ne l'achèteront pas du tout. Alors, ils ont cette attitude écolo, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce qu'ils sont quand même très attirés par les logos. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de contradictoire? Complètement, mais cette contradiction vient du fait qu'il y a quand même des stratégies marketing par les grandes marques et les petites marques aussi, qui sont très puissantes et qui attirent de toute façon l'œil de ces jeunes. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu penses qu'il y a cette attirance quand même pour les marques, les logos et cette ambivalence? Je pense que les jeunes s'expriment avant tout sur les réseaux et donc effectivement, ils aiment bien savoir immédiatement à quel tribe ils ont affaire. C'est vrai que le vêtement ou la chaussure, le sneakers, ou je ne sais pas, ça va tout de suite aider à cibler dans quel groupe appartient la personne. C'est vrai que les logos, mine de rien, c'est quand même un truc qui peut être perçu comme quelque chose d'intemporel quand même, parce que si on pense à genre Versace ou Nike, ou je sais pas, vraiment tous les Louis Vuitton, si tu veux acheter un logo, tu peux le trouver en seconde main. C'est pas parce que tu n'as pas besoin du truc dernier cri, en fait. Oui. Je pense qu'il y a quand même une contradiction qui peut quand même s'accompagner de valeurs, comme on disait, écologiques et engagées, etc. Quoi. Au contraire, le but, c'est pas de faire comme si toutes ces marques n'avaient jamais existé, parce que justement, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses qui existent déjà et qu'on est en train de nous encourager, en tout cas, à essayer de les faire vivre avec une économie plus circulaire. Donc l'idée, c'est pas de se débarrasser des logos, c'est peut-être de se débarrasser du nouveau, en fait. Oui. On sait que c'est cette génération qui est la plus enclin à acheter et à revendre en ligne.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thomas, ce mode de consommation? Il y a 40% des Français aujourd'hui qui achètent de la seconde main. Et ce dont on parle moins, finalement, c'est ceux qui revendent, en fait, qui se mettent à vendre. Et ça, ce n'était pas possible forcément 10 ou 15 ans avant, en arrière. En fait. Ouais. Là, on sait que le marché de la seconde main est un marché ancien, ce n'est pas du tout un marché récent. Mais les possibilités aujourd'hui qui s'offrent aux consommateurs, et notamment celles de vendre, en fait, sont complètement nouvelles. Et c'est par ce biais-là qu'on a le phénomène qui s'intensifie aujourd'hui en France, et notamment pour la génération Z, puisque c'est une génération qui ne travaille pas encore, qui n'a pas de revenus. Et en fait, ils acquièrent une forme d'autonomie budgétaire qui n'existait pas avant, et ils deviennent intéressants pour cela, pour les marques aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, quand on achète un article, on peut le revendre par la suite, on pense à sa valeur à la revente, comme on aurait pu le faire, je sais pas, avec une voiture d'occasion. Comme un investissement. Avant, voilà, exactement. Ouais, avant, ça se faisait qu'avec les grandes marques. Maintenant, ça commence à se faire avec toutes les autres marques. Ludovic, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, avec votre marque, est-ce qu'il y a déjà des consommateurs qui les achètent, qui les revendent et qui collectionnent vos pièces aussi? On fait beaucoup de made to order. Donc, toutes les pièces qu'on fait, ils savent qu'ils vont l'attendre et qu'elles sont faites spécialement pour eux, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils apprécient aussi beaucoup la valeur archive. Garder des pièces ou acheter des pièces et retrouver des pièces sur eBay ou sur d'autres sites de revente. Parce que, par exemple, même si la marque est encore jeune, ça fait que 3 ans, il y a des gens qui découvrent la marque aujourd'hui et qui veulent une pièce de SS19 ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils vont chercher et ça a autant de valeur pour eux qu'une nouvelle pièce. Et toi, désolée si la question est un peu bizarre, mais est-ce que ça te vexe de voir un de tes produits sur un site de revente? J'ai pas eu l'occasion de le voir moi-même. On m'a dit genre, ah, j'ai retrouvé ça, etc. Ça me vexe pas. Je trouve que c'est bien que ça ait sa vie, etc. et que ça aille à la personne qui la veut. C'est un peu le chemin naturel, je pense. Mais après, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens collectionnent leurs pièces. Et je trouve un peu dommage de les revendre si vite. Et je trouve que, par exemple, je sais que ma mère a revendu des fringues qu'elle adorait et que j'aurais adoré pouvoir les voir aujourd'hui, que je les ai qu'en photo et que ça aurait pu me servir d'inspiration aujourd'hui. Et voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils jouent un petit peu avec ce qu'ils ont et ce à quoi ils donnent de la valeur. Et Camille, toi, est-ce que tu achètes du seconde main? Oui, moi j'achète beaucoup de seconde main. J'essaye de me forcer d'acheter très peu de nouveaux, à moins d'en avoir vraiment besoin. Si on peut avoir vraiment besoin d'une nouvelle robe, mais bon, on a quand même parfois besoin d'une nouvelle robe. Mais c'est vrai que moi j'y prends beaucoup de plaisir. Hein. C'est vrai que je trouve que d'arriver à trouver des pièces qui du coup seront uniques ou même qu'on avait vues dans des collections auparavant qu'on n'avait pas réussi à acheter au prix neuf parce que c'était trop cher ou parce qu'elles sont parties trop vite. Et même, moi j'adore la mode des 90s ou des années 2000, on retrouve plein de vieilles pièces, Fendi ou Versace ou Prada, enfin vraiment c'est des marques qui ne perdent pas du tout en valeur, au contraire. Je trouve que ça montre à quel point le vintage a de la valeur et que c'est pas juste quelque chose qu'on fait juste parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter le vrai luxe, entre guillemets, au contraire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de la communication. Grande question, la communication auprès de cette génération. Quelle marque arrive à leur parler et en faisant quoi? Alors, je vais vous donner 3 marques, Gucci, Balenciaga et un jeune New-Yorkais, Telfar. Gucci parce que depuis qu'Alexandre Michele est arrivé, ils sont très inclusifs, ils parlent à tout le monde et ils essaient vraiment d'avoir l'audience la plus large possible. Et ils font ça très bien avec des campagnes de pub, des vidéos, beaucoup de contenu qui est créé spécialement pour parler à leur audience. Donc ça marche très bien. Balenciaga parce que c'est assez drôle, mais leur compte Instagram, par exemple, est devenu un compte de mimes. Donc c'est assez drôle et il y a une relation directe avec ce que les jeunes regardent sur Internet et ce qu'ils se partagent entre eux. Et Telfar, pour la même raison, mais lui qui a une approche beaucoup plus brute, où il va prendre du contenu qui est sur Twitter, de gens qui parlent de sa marque, et les reposter directement sur Instagram. Et ces 3-là, je pense qu'ils font un très bon boulot. Et Ludovic aussi, bien sûr. Il fait un très bon boulot avec sa communauté. Telfar, qui est une marque de Brooklyn. Oui. Ça Alors, je vous propose qu'on regarde maintenant une vidéo, l'intervention d'un créateur qui s'appelle Raphaël Rive. Il a cofondé une marque qui s'appelle Out Paris. Je vous propose qu'on regarde la vidéo. Hey, bonjour tout le monde. Nous, en ce qui concerne Instagram, ça a été vraiment l'application référence. On l'a utilisé dès le départ, dès la création de Oud. Et tout de suite, on a eu des retombées, qu'ils soient commerciales ou le nombre de followers qui a augmenté, ou même pour faire connaître la marque, en fait. Que ce soit une célébrité qui porte nos vêtements, une influenceuse,
ou ne serait-ce que les looks qu'on poste quotidiennement, on a des retombées. Et en général, ils sont directs. Maintenant, TikTok, je vous avoue que j'ai découvert TikTok pendant le confinement. Bon, ça m'amusait parce que les vidéos étaient drôles, mais je trouve pas ça très qualitatif et moins inspirant, plus compliqué. J'adhère beaucoup moins. Alors visiblement, Raphaël Rive n'est pas très convaincu par TikTok, il est même très sceptique. Vous, quelle est votre expérience avec TikTok? Déjà, est-ce que vous êtes sur TikTok? Oui. Je suis le seul. Non, moi aussi. Non, moi j'ai un compte, mais je suis spectateur pour l'instant. Lock, comme on dit sur les réseaux. Lock? To lock, tu sais, quand tu regardes mais sans participer. Ok, ouais, c'est ça. La plupart des marques de mode essaient de capter l'audience de TikTok. Camille, peut-être que c'est bien de rappeler comment ça marche TikTok. Bah, c'est un peu comme Instagram, sauf que c'est que des vidéos et c'est beaucoup plus vivant, j'ai envie de dire. Je pense que le truc qui fait la différence, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les jeunes adorent, c'est que contrairement à Instagram, où en fait, pour pouvoir voir le feed, il faut suivre la personne, l'algorithme peut mettre en avant n'importe qui. Donc tout le monde peut avoir ses 30 secondes de gloire. Et c'est vrai que c'est très très rigolo de passer du temps dessus parce que tu vois des vidéos défiler du monde entier, de tous les types de personnes, et c'est pas du tout forcément très mode, au contraire. Et il y a un parti pris assez fun, blague, même, enfin tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup à cette génération qui s'exprime vraiment à travers ces moyens-là depuis quelques années. Le côté fun, c'est aussi les chorégraphies, c'est le lip-sync, les challenges. Est-ce que tout ça, c'est une inspiration pour les marques? Oui, complètement. Moi, la nouvelle collection sur laquelle je travaille en ce moment, SS21, c'est complètement inspiré par cette génération e-boy, e-girl. Donc, des jeunes qui sont sur les réseaux et qui créent leur persona et qui s'habillent d'une certaine manière, etc., qui ont plein de codes. C'est hyper intéressant. Je pense que ça prouve en fait pourquoi TikTok est si important pour la Gen Z. Tout est tellement authentique et tout est tellement créé pour une personne. Et leur audience aussi, ce sont des personnes, et que les marques de mode ont du mal à capter cette audience-là. Parce que tout doit rester très naturel, que ce soit les danses, le vlogging, le lip-sync, en fait, tout est tellement naturel. Très spontané. Voilà, très spontané, alors que les marques de luxe ou les marques de mode ont tendance à avoir des stratégies marketing bien ficelées, bien huilées pour justement parler à leur audience. Et sur TikTok, ça ne marche pas du tout parce qu'ils les voient très vite. Donc il y a une sorte de maladresse. Je pense qu'en fait, ça peut marcher pour une marque qui est avec un designer qui est the face of the brand. On représente notre marque. Et donc, c'est plus facile d'être toi-même sur tes vidéos et de faire tes danses. Alors, quand est-ce que tu nous fais des chorégraphies? Il faut que je m'y mette. Je ne suis pas très bon en coordination et tout en Corée, mais il faut que je m'y mette. Mais c'est vrai que je pense que ça marche pour une marque qui est personnifiée par son designer. Je trouve que c'est ça aussi qui a fait beaucoup perdre en valeur à Instagram, c'est que on nous parle d'authenticité, mais effectivement, c'est très corporate en fait. Les marques, quand elles veulent travailler avec quelqu'un, il faut envoyer la photo en avance, il faut valider la caption, il faut rajouter... Et en fait, la spontanéité n'est plus du tout là. Mais parce qu'il y a une audience qui est tellement large que si tu fais une erreur, ça peut être fatal. Donc, c'est obligé. Non, mais je pense que le problème aussi, c'est qu'on a tendance... Enfin, les marques ont tendance à vouloir dupliquer les stratégies d'Instagram sur TikTok. Et en l'occurrence, passer avec les égéries, passer avec les figures, etc., qui ont le plus grand nombre de followers. Alors que justement, comme vous le rappeliez, ça existe par l'authenticité, par le fait que ce soit des inconnus, des individus quelconques. Et donc, la meilleure stratégie, je pense que c'est pas forcément d'aller chercher des célébrités ou des personnes qui ont un nombre incroyable de followers, parce que c'est justement pas la raison d'être du réseau, en fait. Donc, je suis complètement d'accord. Mais est-ce que c'est si spontané, TikTok? Est-ce que ces jeunes ne s'habillent pas quand même pour faire ces vidéos et s'habillent pour les réseaux? Quand tu regardes les chorés, c'est les mêmes chorés, c'est les mêmes petites mimiques, les mêmes petits gestes, les mêmes codes et tout. Genre, moi, je suis en train d'étudier ça. Alors, c'est quoi les codes? Vas-y, dis-nous. Crop top, avec des rayures, Levi's, un petit cordon autour de la taille, cycliste, boxer shorts, sportswear en fait. Sportswear. C'est hyper sportif. Même au niveau des chorés, des mimiques et tout, des petits trucs de visage et tout, c'est comme sur Instagram quand tu avais tes filtres et tout, c'est pareil. T'as des petits gestes clés qu'il faut faire pour être sûr que tu vas avoir 1 million de vues. C'est vraiment ce côté de voir enfin des gens normaux mis en scène c'est hyper rafraîchissant en fait finalement. Et c'est vrai que c'est
comme ça que la mode existe dans la rue. Donc c'est agréable de voir un peu... d'ailleurs, c'est pas que la mode, parce que tout et n'importe quoi se passe sur TikTok. Donc, vraiment, c'est vraiment ça la définition de TikTok. Je pense que c'est aussi la créativité que ça met à disposition de tout le monde, parce que si on voulait réaliser les mêmes vidéos sans la plateforme, sans l'application, il faudrait avoir des compétences en montage, etc., que les gens n'ont pas. Et c'est typique, c'est caractéristique de cette génération-là que d'être créative. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui les définit. Et là, on leur met à disposition un outil qui permet ça, en fait. Créatif, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive quand même? Si un jeune a très peu d'abonnés, est-ce qu'il ne se sent pas un peu loser? C'est sûr que cette génération-là, on l'est tous un peu corrompus par les réseaux. Et c'est vrai que notre valeur, la currency, comme on dit en ce moment, passe beaucoup par les réseaux. Donc c'est vrai que quelqu'un avec beaucoup de followers va être reconnu socialement comme quelqu'un qui a réussi. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup de followers que ça veut dire qu'ils ont pour autant une plateforme. C'est juste un outil qui est fun et sur lequel ils s'amusent. Et je pense qu'ils le prennent au sérieux, mais en même temps, ils comprennent que c'est juste hit and miss. Parce que tu as des vidéos de la même personne qui peuvent faire 1 million de vues et de la prochaine qui fait 9000. Donc c'est au public de décider si la vidéo va être worth watching ou pas. D'accord. En parlant de vidéo worth watching, je vous propose qu'on regarde une autre vidéo. Cette fois, c'est Charli D'Amelio, qui est cette méga star de TikTok aux États-Unis, qui était invitée au défilé Prada en février. Et après le défilé, elle a fait une chorégraphie avec les mannequins Prada. Je vous propose qu'on regarde. Cette vidéo, tenez-vous bien, a fait 73 millions de vues. Qu'est-ce que les marques peuvent apprendre de ces nouvelles égéries de 15, 16, 17 ans? Les Charli D'Amelio, il n'y en a pas beaucoup en fait, sur la plateforme. Il y a moins d'utilisateurs que sur Instagram. Il y a un nombre un peu limité aussi d'influenceurs, du coup. Et le risque, c'est qu'on ait les marques qui utilisent en fait, ces mêmes influenceurs pour toutes les campagnes et tout ce qui se passe sur TikTok. Et je pense que ce que les marques devraient chercher à faire, c'est essayer de construire des stratégies qui engagent les utilisateurs plutôt que des personnes comme ça qui ont un nombre d'influenceurs important. Ouais, mais par exemple, un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand Louis Vuitton avait invité la YouTubeuse, qui est maintenant aussi une super TikTokeuse, qui s'appelle Emma Chamberlain, à venir au show. Et c'était hilarant, parce que jamais tu vois des égéries dans la mode oser dire ce qu'elles pensent. Elle était là dans la chambre d'hôtel, elle disait « Je sais pas ce que je fais là, c'est trop bien, mais je sais pas ce que je fais là, je connais rien. » I'm in Paris for Fashion Week, again, with Louis Vuitton. I can't believe I'm back. I don't know why you would do that for me, but also I'm so grateful and I love you. Et c'était très, très, très rafraîchissant parce que c'est quelqu'un qui, elle admettait tout à fait, j'aurais été trop contente d'être là, mais elle savait pas expliquer pourquoi la marque l'avait invitée. Et elle le disait à ses followers, qui du coup se reconnaissaient en elle. Et c'est exactement ce que tu dis, ça revient à avoir une vraie authenticité. Et là, la marque était intelligente parce qu'en fait, elle n'a pas essayé de lui faire... de l'éditer ou de lui faire... parler dans le jargon de la marque ou de devenir en fait Vuitton, et en fait ils l'ont laissé être elle-même. Et là, dans ce cas-là, je pense que ça marche. C'est totalement l'opposé de ce que les marques, par exemple, font sur Instagram, où il y a des campagnes d'activation, où tout est très glossy, tout est très millimétré. À midi, il faut poster, alors que sur TikTok, justement, et même sur YouTube, parce que YouTube et TikTok, moi, je pense, ont la même sensibilité face à l'authenticité. Et donc, sur ces deux plateformes-là, il y a quand même une liberté de ton que les marques devraient commencer à comprendre, plutôt que de dicter leur manière de... Alors, si la liberté de ton va à l'extrême et poussée à l'extrême, on aboutit à la cancel culture aussi. Ça peut être un des travers de cette liberté. Est-ce que la mode a peur est un peu préoccupée par ce hashtag cancel? Non, moi je dis qu'il faut cancel culture, déjà. Moi je pense que ça pousse les gens à toujours aller chercher la petite bête, le petit mot qui dérape, et ça nous met dans des positions belligérantes constamment sur Internet, et c'est pas très cool, quoi. Et la raison pour laquelle les grosses marques, les maisons, les célébrités ont un peu du mal avec la cancel culture, c'est qu'avant les réseaux, ils mettaient leurs produits ou leurs campagnes en avant et il n'y avait pas de retour. Là, le client, le consommateur leur parle directement. Et ils n'ont pas l'habitude, en fait, qu'on leur dise « Ah ben non, j'aime pas ce que tu fais, là, tu t'es loupé ». Et donc, ils le prennent mal, alors qu'en fait, ça pourrait aussi être tout simplement pris comme une manière d'avancer, une manière de se dire « Ok, effectivement, là, on n'a pas vu le truc comme ça et on va faire mieux, quoi ».
Surtout que cancel culture, ça enlève tout débat, toute conversation qui pourrait être enrichissante à la fois pour les gens qui font un faux pas ou une erreur ou un scandale et les gens qui les visés aussi. Oui. En l'occurrence. Oui. Donc, est-ce que c'est cette génération qui a le pouvoir, cette Gen Z? Comme je disais tout à l'heure, l'inspiration de ma nouvelle collection, c'est complètement ça et c'est complètement e-boy. Et c'est une célébration aussi de ma communauté avant tout, parce qu'on vient de traverser une année un peu difficile, etc. Du coup, l'idée, c'était vraiment de m'inspirer d'eux pour les célébrer, leur rendre hommage un petit peu. Donc moi, je trouve que du point de vue en tant que designer, je trouve ça très inspirant. Et tu n'es pas le seul d'ailleurs, puisque Eddie Slimane, pour sa dernière collection, a été inspiré par les e-boys. Et Marc Jacobs aussi. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est très sensible pour nous en tant que designers de regarder, que ce soit Instagram, TikTok et tout, parce que c'est des gens qui créent des univers comme nous, on crée des univers en tant que marque, donc c'est intéressant de s'inspirer de ça aussi. Je réfléchissais à ce qu'on se disait sur leur engagement en fait, pour toutes ces marques, et elles ont tendance à de plus en plus prendre la parole, et je pense qu'il faut se dire que quand on prend la parole sur une valeur, par exemple, sur une dimension éthique, sur le féminisme, par exemple, on ne s'adresse pas à cette génération de la même façon qu'on s'adressait aux millennials, parce que c'est une génération qui est comme vous le disiez, nettement plus informés et qui, du coup, par cette information, crée des sous-branches, enfin des ramifications au sein de phénomènes plus grands comme le féminisme. Et du coup, quand on s'adresse à eux, il faut être beaucoup plus précis que ça et on ne peut pas simplement dire le féminisme en général, par exemple. Alors, pour conclure, j'aimerais vous poser une question à tous, la question à 100 000 €. À quoi ressemblera la mode dans 10 ans? Ce que je dirais, c'est que je suis hyper concentré sur le présent et que je vais vachement dans le moment présent et que j'ai toujours du mal avec les questions sur le futur de la mode, etc. En tout cas, je ne sais pas ce que sera le futur, mais voilà, pour moi, c'est important de rester... C'est déjà bien de se concentrer sur... Ok, Pierre-Alexandre? Alors, je pense que dans 10 ans, la mode sera forcément plus éthique, plus inclusive, plus écologique, parce que, encore une fois, cette génération Gen Z est très regardante sur ces sujets-là et du coup vont faire en sorte que les marques suivent. Ludovic parlait d'authenticité tout à l'heure. Je pense que l'étape d'après, c'est vraiment la transparence. On en parle beaucoup, mais je pense qu'on ne mesure pas bien ce que ça va être, et notamment avec les outils digitaux qui vont permettre cette transparence de A à Z, depuis le sourcing des matières jusqu'à la distribution et la remise aux clients, en fait. Et certains sont en train de rattraper aujourd'hui cette transformation digitale qu'ils ont manqué il y a quelques années et qui fait des dégâts. Et je pense que la transparence et tout ce qui va autour, l'éthique, la sustainability, etc., ce sera du même ordre dans quelques années. Et Camille, la mode dans 10 ans? Si je savais prédire ça, je pense que je serais déjà milliardaire. Comme nous, on change tout le temps, la mode changera aussi beaucoup avec nous. Et les plateformes aussi? Oui, bien sûr, c'est pareil. Oui, si j'avais en tête le nouveau Instagram ou le nouveau TikTok, c'est sûr que je ne serais pas là, je serais dans la Silicon Valley en train de le préparer. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous trois, et merci Camille, c'était super. Au revoir et merci, à bientôt. Merci.